Alors, je voulais remercier particulièrement toute notre équipe de la Ligue francophone de protection et d'aide au développement des mineurs for the urgent work that has been done over the last few days, collecting videos and translating them. Thank you. Deseo agradecer especialmente a las colaboradoras que han trabajado muchísimo para hacer todo esto posible. Il s'agit d'un sujet tellement urgent, la protection des mineurs. The protection of minors is a very urgent topic. Es un tema tan candente como la protección de nuestros menores. Bonjour et merci à chacun pour sa présence pour ce premier forum Oui à la protection des mineurs. L'idée est venue d'un constat simple. Une trop grande partie des enfants et des adolescents rencontrés sont souvent déboussolés et les parents ne savent que faire. Constat que nous faisons régulièrement lors des animations de la Ligue francophone de protection et d'aide au développement des mineurs. Nous pensons que non seulement une perte de repères ne les aide plus à grandir, mais qu'en plus, une confrontation de plus en plus fréquente à des paroles, des images ou des gestes inappropriés effracte leur psychisme. Nous avons opté pour un format déjà enregistré pour avoir le temps de traduire le mieux possible les différentes interventions. Merci aux spécialistes de la santé mentale des enfants qui ont eu, malgré des délais très courts, la générosité de donner de leur temps. Nous espérons que ces réflexions aideront les parents à clarifier leurs pensées et donc leurs actions concernant les différents thèmes qui vont être abordés. Nous remercions également les associations partenaires suivantes pour leur soutien. Innocence en danger de Belgique francophone, SOS Éducation en France, Sauvons nos enfants de Belgique francophone, Cry for Recognition de Belgique néerlandophone, Non si tocca la famiglia d'Italie, le Syndicat de la famille en France, la Fondation ANAR d'Espagne qui travaille aussi en Amérique latine, la chaîne de TV Dragon Bleu en France. Si certaines associations nous ont rejointes après ce jeudi 30 mai, elles seront mentionnées en fin de vidéo. Enfin, nous remercions déjà les personnalités qui ont témoigné de l'importance de telles prises de parole par des spécialistes de la santé mentale. La liste de leurs noms se trouvera en fin de vidéo. Sophie Dechêne, pédopsychiatre belge. Bonjour, mon nom est Sophie Dechêne, je suis pédopsychiatre et on me demande de vous parler du dégât que font les écrans sur la santé de nos adolescents et de nos enfants. Alors je pourrais en parler pendant des heures, je vais essayer de résumer. Disons que depuis 5-6 ans, 7 ans, je remarque en consultation de pédopsychiatrie les dégâts que font les écrans récréatifs sur la santé mentale, physique et sociale de nos jeunes. Alors il faut savoir qu'un jeune a une consommation d'à peu près 7 heures quand il y a école et entre 12 et 22 heures quand l'enfant n'a pas école. Je parle des adolescents. Maintenant, cela se voit de plus en plus aussi chez les enfants. En effet, à l'école primaire, le nombre de GSM dans la cour de récré augmente constamment. En Belgique, il n'y a aucune interdiction d'avoir son téléphone dans les écoles. Ça arrive que certaines écoles l'interdisent, mais c'est une décision de l'école uniquement. Et malheureusement, la théorie est difficilement mise en pratique puisqu'il n'y a aucun soutien des politiques pour implémenter ce règlement. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, comme le disait Monsieur Desmurger dans son livre « La fabrique du crétin digital », la première victime, c'est l'intelligence. Il faut savoir que depuis qu'on calcule l'intelligence, les enfants ont toujours eu un QI plus haut que leurs parents jusqu'à cette génération qu'on appelle les digital natives. Et donc la première victime, c'est vraiment l'intelligence, avec une diminution de la capacité de concentration, une diminution de la mémorisation. Ça, c'est pour l'aspect cognitif.
Pour l'aspect psycho-affectif, les dégâts sont tout aussi énormes. Les jeunes ont du mal à entrer en relation avec les autres, ils sont extrêmement immatures et donc ils se sentent mal dans leur peau en fonction de leur âge, je vais dire, parce qu'en fait, si vous calculez le niveau de maturité d'un enfant en recalculant le temps d'éveil passé dans la vie réelle, souvent ils perdent 2, 3, 4 ans en fonction de leur âge et évidemment cette perte augmente avec le temps. Donc vous avez un enfant par exemple de 13 ans qui a passé 7 heures par jour, et ça c'est un cas bien particulier que j'ai eu en consultation, 7 heures par jour depuis ses 8 ans. Si vous recalculez, il a perdu la moitié de son temps d'éveil sur 5 ans, donc il n'a pas 13 ans, mais il aura plutôt 10 ans. Et donc, quand la puberté arrive, cela provoque évidemment d'énormes problèmes parce que ces jeunes ne sont pas prêts à voir leur corps changer et leur puberté arriver. Ça, c'est un des problèmes. Il a aussi été prouvé que ces jeunes ne sont pas capables de reconnaître les émotions sur le visage de la personne en face d'eux. Cela, évidemment, provoque beaucoup d'anxiété et pour moi, explique plutôt le nombre de diagnostics d'autisme à l'heure actuelle. Donc le diagnostic de ce qu'on appelait avant Asperger. Donc voilà, ça c'est en résumé les dégâts des écrans sur nos enfants. Je pense qu'il est très urgent d'agir. Nos enfants vont de plus en plus mal. Je le vois constamment en consultation et dans mon travail, que ce soit dans les visites à domicile ou dans l'hôpital dans lequel je travaille. Voilà, ça c'est mon message de pédopsychiatre belge. Merci de m'avoir écouté. Myriam Baez, psychologue équatorienne. Buenas tardes, mi nombre es Myriam Baez. Trabajo con mi esposo en atención y acompañamiento de familias y parejas en nuestra diócesis de Tulcán, en nuestro país Ecuador, en América del Sur. Las familias del Ecuador, como en la gran mayoría de América Latina, sufren muchísimos problemas por violencia, tanto verbal, física, violencia. Los problemas económicos generan grandes problemas, tal como el desempleo, las pocas oportunidades generan muchos problemas de inestabilidad económica en las familias. Un problema muy común es el alcohol, que provoca justamente esta violencia, la infidelidad en las parejas, y nosotros trabajamos también ahora sobre un tema que es un poco consecuencia de todo esto, que es el abuso sexual a los menores, que se registra en un altísimo porcentaje en las familias y que es un tema del que muy poco se habla y que no se lo reconoce como un problema muy grave, que los víctimas principales son los menores. Todo esto que hemos nombrado es justamente lo que las situaciones que fragilizan a la familia. Con este tipo de familias tan frágiles, pues nos preguntamos qué tipo de niños podemos tener y adolescentes, y la respuesta es evidente. Tenemos niños y adolescentes prácticamente abandonados y muy, muy violentados y muy poco protegidos. Frente a esto, nuestros estados, pues, ahora han provocado a través de leyes que son completamente contra la familia, le han permitido la injerencia de ideologías que han traído graves consecuencias y han afectado básicamente la educación pública. Una de las otras cosas que desde afuera tiene la familia como grandes ataques es a través de las redes, con la existencia masiva de la pornografía. Con todo esto, pues vemos con grave dolor que nuestras familias están totalmente debilitadas. Podría decir yo que existe realmente una agonía de la familia. La pregunta es justamente nosotros, ¿qué podemos hacer ante todo esto? Nos sentimos impotentes. Es un llamado urgente en este momento a que quienes tenemos conciencia de la importancia de la familia como la base psicológica primordial para la salud mental de nuestros niños y nuestros adolescentes, pues luchemos por esto. De primero mirar los problemas y hacerlos visualizar para que podamos juntos encontrar
soluciones, tanto a nivel del Estado, a nivel de las organizaciones, de las propias familias, para poder dar a los chicos un espacio de protección. Estamos en este llamado y agradezco mucho que exista este espacio del foro para poder sentirnos juntos y buscar alternativas comunes para poder proteger verdaderamente a nuestros niños y a nuestros adolescentes, protegiendo a la familia. Jean-Yves Hayet, psychiatre et professeur émérite de l'UCL en Belgique. Voilà, eh bien, bonjour tout le monde d'abord. J'espère que votre réflexion est très positive et qu'elle continuera à l'être. Je m'appelle Jean-Yves Hayet, je suis psychiatre d'enfants et d'adolescents, ancien professeur émérite à l'Université catholique de Louvain. Et dans ma vie, j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore sur les questions de développement sexuel et aussi d'abus sexuels de l'enfant et de l'adolescent. Donc je pense que je peux vous parler un peu de la pornographie et on m'a demandé de le faire pour avant l'adolescence, des enfants prépubères. Ben oui, en 2024, elle existe à partir de la 4e primaire. Les enfants commencent à consulter de la pornographie. Ils seront probablement 20% à l'avoir fait activement et plus d'une fois en fin de 6e primaire. Et si on met les confrontations plus accidentelles, on arrive certainement à 35-40%. Donc c'est vraiment pas rien. Alors pourquoi le font-ils? On peut d'abord parler des coups de pouce, un peu immédiats qui les y amènent. Bah, c'est un peu le bouche à oreille des cours de récréation, c'est l'initiation par un frère ou une sœur aînée, c'est parfois la simple curiosité sexuelle, le désir de furetage des enfants. Ah, ils ont un ordinateur avec possibilité d'aller sur Internet, ils entrent pipi sur Google pour voir ce que ça donne et ils tombent sur un site porno Uro. Bon, beaucoup plus rarement, c'est plus grave, ils sont pris dans des abus sexuels ou des gens pervers les initient à la pornographie. Et ça, c'est pour les coups de pouce immédiats, mais plus fondamentalement, l'enfant en 2024 est beaucoup plus sûr de ses droits. Il pense qu'il peut faire, peut-être pas tout à fait n'importe quoi, mais beaucoup de choses, qu'il sera peu puni parce qu'il y a peu d'autorité. Et il vit dans une ambiance sociale où la violence et ce qu'on pourrait appeler le libertarisme, les mœurs un peu faciles sont bien là, et donc il n'a qu'à se baisser pour ramasser sans risque, pensant qu'il a vraiment le droit, des choses qui sont destinées, bon, je vais dire qu'ils sont destinés aux adultes, en réalité, il vaudrait mieux qu'elles soient destinées à personne. Enfin bon, elles sont là et il les ramasse. Est-ce que ça a un effet nocif chez lui, en tout cas sur son développement psychologique? Il faut se garder de diaboliser les effets et il faut rester scientifique. Alors, des enfants qui sont confrontés plus d'une fois, sont dans une phase où sur un mois ils iront voir 5 fois de la pornographie. Il y a beaucoup de chances qu'au début, en tout cas, ils se montrent plus excités, plus nerveux et plus désinhibés sexuellement. Bon, si c'est une fois, pas nécessairement. Les enfants, surtout petits, peuvent être traumatisés par tous ces corps qui se chevauchent, dont il sort des liquides plus ou moins mystérieux, quelque chose de l'agression inquiétante, en tout cas pour une petite partie des petits, mais ces traumatismes se résolvent le plus souvent assez rapidement. Un autre risque, mais qui n'est pas très fréquent non plus, c'est que l'un ou l'autre deviennent tout doucement addicts, dépendants à la pornographie. Mais le vrai risque n'est pas tellement la perturbation psychologique,
c'est plutôt du côté de l'émoussement des valeurs qui va commencer. Et la pornographie est un des facteurs, il y en a bien d'autres, mais c'est un des facteurs qui contribue à ce que le regard qu'on pose sur le monde et sur les autres êtres humains devient plus un regard matérialiste, un regard de consommateur, un regard où l'autre n'est plus si précieux que ça, il a perdu de sa dignité, il est achetable, il peut faire des cochonneries. Bon, ça n'ouvre pas à un monde vraiment qui est beau et bon. Ça ouvre tout doucement à la place du plaisir à n'importe quel prix dans la vie. Et ça, c'est pour moi le vrai problème de la pornographie. Vanessa Grendel, psychanalyste belge. Bonjour, alors on me propose de parler 3 minutes de la question des écrans. Alors il y a tellement de choses à dire, mais je vais peut-être me contenter de vous proposer une petite réflexion sur la question du vide. Au fond, comme psychanalyste, moi, je suis fort confrontée au fait que c'est dans les moments de silence, de temps, de secondes qui s'égrènent, que tout à coup, on peut avoir quelque chose comme ça de vraiment important qui peut se dire, se penser, s'élaborer, se construire. Et ça me fait penser à ce vide qui n'est plus très accessible dans nos vies, parce que j'allais dire la vie des enfants, mais c'est pareil pour les adultes, pour les adolescents. Et ça me fait penser aussi à ce fameux jeu, le jeu du taquin, je ne sais pas si vous voyez, mais ce petit jeu où il y a plusieurs cases, il faut faire tourner les cases, et c'est la case vide qui permet qu'il y ait du jeu. Au fond, l'écran permanent, ou l'obturation du vide, a malheureusement un petit peu cet effet d'empêcher qu'il y ait de la circulation. Si on prend ce jeu, eh bien, cette case vide permet non seulement qu'il y ait de la circulation, mais aussi que des changements puissent s'opérer. Et qu'est-ce qui se passe si le vide est comblé? Eh bien, les choses sont bloquées, il y a quelque chose qui est enfermé, rigidifié, et celui qui joue ne peut plus jouer, ne peut plus avancer. Il y a quelque chose qui est bloqué. Alors on pourrait se dire, oui, mais s'il est bien comme ça, finalement, c'est quoi le problème? C'est vrai que c'est une bonne question. Mais il me semble que, en tout cas pour les enfants et les adolescents, puisqu'on a quand même à les éduquer, donc à les faire grandir et à les faire construire quelque chose à l'intérieur d'eux, ce vide est quand même une nécessité pour pouvoir se rencontrer. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Eh bien, je reviens avec la page blanche, le temps de silence, les quelques secondes ou les quelques minutes, le temps libre d'une après-midi, la toile blanche pour l'artiste, la feuille blanche pour l'écrivain. Ce sont toutes des accès finalement un peu laborieux, je suis d'accord, parce qu'on parle de l'angoisse de la feuille blanche, c'est pas pour rien. Mais ce sont des possibilités d'accès à soi-même finalement, à une créativité, pour l'écrivain, l'artiste, mais pour l'enfant, le vide d'une journée simplement, le vide d'un agenda, un moment où il n'est pas ni occupé à faire une activité, ni occupé avec un iPad, un iPhone, un ordinateur, sont des temps où il peut s'ennuyer, c'est bien connu, l'ennui permet à un moment donné de créer quelque chose. Et le risque que l'on rencontre tout de même beaucoup aujourd'hui, qui n'est pas qu'un risque d'ailleurs, c'est quelque chose qui se voit, c'est que l'enfant perd sa créativité, sa curiosité, parce que comme le jeu du taquin est bloqué, quelque chose qui est fermé, finalement, ce lieu de jeu, cet espace vide, ce lien entre soi et soi aussi, pour aller chercher quelque chose de soi-même à l'intérieur de soi, d'un trésor de créativité enfouie, que ce soit pour faire un bricolage, pour faire un dessin, pour se dire tiens, mais au fond, moi, j'ai du temps, j'aimerais faire tel instrument ou tel sport. Ces moments-là, s'ils ne sont plus préservés,
comme des denrées précieuses. S'ils disparaissent, eh bien finalement l'enfant risque de perdre son accès à lui-même, au sens d'être le nez dans le guidon finalement, et de continuer à avancer, foncer, sans plus trop savoir exactement où il va, et sans prendre le temps de regarder la carte, se dire au fond où est-ce que j'ai envie d'aller. Alors si un enfant ne pense pas encore, enfin c'est rare en tout cas, où est-ce que je veux aller dans ma vie, il peut tout de même avoir cette possibilité de penser quel bricolage est-ce que j'ai envie de faire, quelle construction en Lego est-ce que j'ai envie de concevoir, quel dessin, quel modelage. Mais toutes ces questions ne peuvent advenir que dans un espace vide, et elles sont plus difficiles à aborder, que les écrans bleus, la lumière, la vivacité des postes qui vont de l'un à l'autre et qui excitent le cerveau et qui lui donnent beaucoup de plaisir, autant que le sucre, l'alcool, la cocaïne ou tant d'autres choses. Alors je ne vais pas rentrer dans la question de l'addiction des écrans parce que d'autres en parleront beaucoup mieux que moi, mais j'insiste simplement sur le fait que du vide laissé aux enfants, parce que c'est souvent l'argument, hein, on donne un écran parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, mais du vide laissé aux enfants leur permet d'avoir accès à eux-mêmes, et j'ai envie de dire, faisons vraiment attention que les écrans ne deviennent pas surtout un écran dans le rapport à soi-même. Voilà, je vous remercie. Bonjour, je suis le docteur Maurice Berger. J'ai été pendant 35 ans chef de service en pédopsychiatrie et professeur associé de psychologie de l'enfant à Lyon. Je vais vous raconter comment j'ai été en contact avec l'éducation à la sexualité. En 2017, ce sont des professionnels du REPPA, c'est le réseau des professionnels de l'enfance en protection de l'enfance, et qui m'a alerté parce qu'ils recevaient en consultation des enfants qui présentaient des troubles après des séances d'éducation à la sexualité. C'était principalement des cauchemars, des refus de retourner à l'école, des difficultés d'endormissement, des enfants qui disaient qu'ils ne voulaient pas grandir. Donc on est allé explorer ce qui s'était passé, et ces enfants avaient reçu des informations qui ne respectaient pas leur rythme de développement, c'est-à-dire qu'ils n'avaient rien demandé, ils n'avaient pas posé de questions sur certains aspects de la sexualité, et on leur avait passé des dessins, des films sur comment on fait les bébés, sur l'accouchement, sur l'érection, éventuellement des informations sur l'éjaculation, etc. Et donc, ces informations avaient un aspect traumatique, parce que normalement, on ne répond à ces questions, on ne parle de cela aux enfants que lorsqu'ils posent la question, et pas avant. Donc, c'était prématuré, et en plus, tous les enfants ne sont pas au même rythme de développement dans une classe. Donc, on avait là un véritable syndrome post-traumatique créé par cette éducation. Donc, on a demandé qu'il y ait, j'ai écrit au ministère de l'Éducation nationale, qui a fait passer une circulaire interdisant l'éducation à la sexualité en primaire. Cette circulaire a été contournée, ce qui fait qu'avec Sophie Audugé et SOS Éducation, nous avons réuni des scientifiques, pédiatres, gynécologues, etc., et des spécialistes du développement, et nous avons fait un rapport qui est assez facile à lire, je dirais même bien facile à lire, et qui a reçu l'accord de 4000 professionnels de santé en France. Donc, je vous suggère sa lecture. Et ce qui est apparu, c'est qu'il y avait dans le rapport de l'OMS un nombre énorme d'erreurs. En fait, ce rapport est un des grands scandales scientifiques du XXIe siècle. Il n'y a aucun travail, aucune étude qui montre son utilité. Par contre, nous connaissons sa nocivité. C'est le fruit de lobbies
prosélytes, principalement le planning familial et les associations LGBTQ, etc., avec une intention de modifier le psychisme littéralement des enfants. Par exemple, l'UNESCO inscrit dans les rapports de l'UNESCO, il est écrit qu'il faut expliquer le plaisir sexuel aux enfants à l'âge de 5 ans, ce qui ne correspond pas à leur développement. Alors, si on prend quelques repères, dans ce rapport, il est écrit qu'il y a une sexualité dès l'enfance. C'est faux. De 0 à 3 ans, et Freud dit la même chose, on est dans la sensorialité. C'est-à-dire un enfant qui va explorer son corps, le trou de ses oreilles, du nez, trou du derrière, éventuellement le clitoris. Ça peut procurer des sensations agréables, mais on n'est pas dans quelque chose qui est sexualisé. La curiosité sexuelle débute à 3 ans, en gros de 3 à 6-7 ans. Les enfants se posent des questions, comment on fait des bébés, par où ils sortent, qu'est-ce que les adultes font ensemble auxquels les enfants n'ont pas le droit de participer, et ils vont y trouver des réponses. Ces réponses, c'est leur propre théorie, qu'un bébé, ça peut sortir par l'estomac, par le trou du derrière, par l'anus, etc. Et on peut, s'ils posent des questions, on peut leur donner, nous, notre savoir anatomique, physiologique, n'empêche qu'ils gardent leur propre théorie. De toute manière, on n'arrive pas à les modifier, c'est comme ça, ils ont le droit d'avoir ces rêveries. Par contre, ça, c'est insupportable pour les personnes qui veulent faire l'éducation à la sexualité. Il faut que l'enfant rentre dans leur case. Alors, quel effet ça produit? Eh bien, tout d'abord, au moment de la phase de latence, à un moment, l'enfant bute à l'âge de 6-7 ans sur le fait que de toute manière, ça reste mystérieux. Pourquoi la sexualité? Parce qu'il n'a pas la capacité de ressentir un plaisir sexuel, de l'orgasme. Il y a une impasse. Et il tourne sa curiosité vers d'autres champs. D'autres champs, ça peut être scientifique, la curiosité pour les dinosaures, pour l'astronomie, etc., etc. Mais l'éducation à la sexualité ne l'entend pas de cette oreille. Mon petit, tu dois continuer à penser à ça, c'est-à-dire qu'on va bloquer ces apprentissages et on a là des adultes authentiquement séducteurs. Pardon, séducteurs, c'est-à-dire qui injectent sans arrêt des idées sexuelles chez l'enfant. Et ceci va amener l'enfant à avoir envie d'avoir une vie sexuelle le plus rapidement possible pour comprendre ce mystère. Au lieu de laisser toujours la même chose, évoluer à son rythme de développement. Une autre conséquence, c'est que ça introduit de la sexualité dans le milieu familial. C'est-à-dire la famille, les affects dans la famille, les sentiments, c'est la tendresse. Et là, vous avez des enfants qui vont revenir à la maison en disant comment est-ce que papa te fait l'amour? Une fillette de 9 ans qui dit est-ce que papa te lèche le minou? Alors que les parents sont là, tendres, apprennent à faire des câlins à leurs enfants. Ça, c'est, on voit la violence qu'il y a dans cette éducation. Un autre point sur lequel je voudrais insister, parce qu'on nous répète que l'éducation à la sexualité, ça va empêcher l'inceste. C'est faux. Je suis un des spécialistes français de la prise en charge des enfants qui ont subi des incestes. L'inceste est inévitable, malheureusement, parce qu'il y a des manœuvres de séduction, de contraintes diverses. Il y a des interventions qui sont complètement différentes de l'éducation à la sexualité, sur mon corps est à moi, etc., qui explorent avec l'enfant s'il y a des moments où il est mal à l'aise. Et à ce moment-là, on aura des révélations. Mais ce n'est pas la même chose que l'éducation à la sexualité. C'est très clair. Et puis enfin, pour terminer, il y a la question de l'idéologie du genre, qui est introduite très précocement. On a actuellement des livres en France qui montrent comment un enfant peut penser à changer de genre, conseillé à partir de l'âge de 3 ans à l'école. Donc c'est inimaginable, enfin si, c'est imaginable par d'autres, et le but est clair. Il s'agit de tuer précocement dans l'œuf la possibilité pour l'enfant de s'identifier à son père et à sa mère, c'est-à-dire que l'enfant ne doit pas être un petit garçon s'identifier à son père ou une petite fille s'identifier à sa mère.
On est en train d'essayer, soi-disant, de créer une liberté chez l'enfant, mais c'est faux. Il faut qu'un enfant construise sa personnalité avec des identifications solides aux parents pour qu'il puisse ensuite, plus tard, choisir librement. Mais actuellement, nous avons affaire avant tout à des personnes qui veulent détruire ce qu'une famille peut apporter. Jean-Pierre Lebrun, psychiatre belge. Oui, alors poser la question de savoir s'il faut une éducation à la sexualité dès la naissance est un petit peu amusant, parce que bien sûr qu'il ne s'agit pas de donner des cours de sexualité à l'enfant dès sa naissance, même dès qu'il grandisse. Ça va venir comme question chez lui, ça on en est sûr, tout le monde est passé par là. Et à ce moment-là, il est plutôt utile de pouvoir lui répondre, de pouvoir donner des réponses qui ne soient pas simplement des extinctions de la question, mais qui au contraire le laissent continuer à parcourir son chemin. Donc c'est le moment où jamais il faut à la fois être là à entendre ces questions et à lui permettre d'y trouver leur propre réponse, sa propre réponse, mais aussi à ce moment-là, il faut éviter de le coloniser, je dirais, dans une façon de concevoir les choses, alors qu'aujourd'hui c'est un petit peu ce qui est menaçant à travers ces théories du genre et la question du wokisme. Alors voilà ce que je voulais simplement dire, qui est important à entendre dans tout ça, à mon avis, c'est que d'une manière tout à fait étonnante, mais c'est comme si nous étions la première société au monde qui ne mettait plus au programme à l'enfant de pouvoir grandir psychiquement et de devoir grandir psychiquement. C'est un peu comme si on donnait l'idée que désormais tout lui était possible spontanément. Eh bien, c'est une erreur magistrale si on se maintient dans cette volonté de penser qu'il puisse s'autodéterminer spontanément, car l'enfant a hautement besoin de ceux de la génération d'avant pour pouvoir organiser sa propre réponse, quitte d'ailleurs à faire comme tout bon adolescent, au moment de l'adolescence, justement, à ruer quelque peu dans les brancards. Mais la question reste très importante de savoir que ça lui est nécessaire d'avoir autour de lui des gens qui exigent des choses de lui pour que précisément il grandisse et non pas de considérer qu'il est là spontanément comme ayant tout ce qui est nécessaire pour advenir dans son existence. Voilà. Nicole Delépine, pédiatre et oncologue en France. L'éducation sexuelle à l'école, théorie du genre incluse, est injustifiée, toxique. Les familles devraient se battre pour la faire interdire, ainsi de ses dérivés, films de propagande, spectacles de drag queen, travestis et autres, qui sèment la confusion dans le cerveau des enfants. Sous prétexte de les protéger des prédateurs sexuels, la loi 2001 a introduit l'éducation sexuelle à l'école avec 3 séances obligatoires chaque année, affirmant que la famille, dont c'est le rôle, ne serait pas capable de protéger leur enfant. Ces séances sont habituellement assurées par des associations militantes LGBT, subventionnées par l'État, et le plus souvent en l'absence de l'enseignant habituel des écoliers. Au cours des années, le contenu des séances est dangereusement tourné vers l'apprentissage de la sexualité, à travers la BC d'égalité en 2014, plus encore avec la circulaire Blanquer en 2021 et l'introduction claire de la théorie du genre, véritable cheval de Troie du transhumanisme dans nos écoles. Pourtant, l'enfant de la crèche au collège devrait être protégé de tout enseignement de la sexualité pour la bonne raison qu'il n'existe pas de sexualité chez l'enfant avant la puberté. Pour Piaget, la référence pour nous pédiatres, la pensée se construit par de grandes étapes appelées stades. L'élément majeur est qu'un stade doit avoir lieu avant qu'un autre puisse se mettre en place. Ainsi, l'enfant ne peut pas apprendre la multiplication sans avoir appris les additions. Les stages vont donc se dérouler dans le même ordre pour tous les enfants, mais pas forcément exactement au même âge. Il n'y a pas de sexualité chez le nourrisson, malgré les travaux mensongers de Kinsey, qui a voulu faire croire qu'il y avait une sexualité chez l'enfant. Le stade sensorimoteur de la naissance à environ 2 ans correspond au développement de la coordination des capacités sensorielles et motrices. Il se touche parce qu'il découvre, comme il découvre le parcours de l'objet, qu'il fait tomber. En aucun cas, il ne s'agit de sexualité. Le stade préopératoire, 2 à 7 ans, est caractérisé par les acquisitions au niveau de la fonction symbolique, dont le développement du langage.
C'est l'âge d'une plus grande intériorisation de l'action. L'enfant est encore égocentrique. Il a du mal à comprendre, à mentir, à garder un secret. Il n'est en rien concerné par les pensées ou désirs de l'autre. Il n'y a aucune place à un apprentissage quelconque de la sexualité. C'est la phase de latence. À l'adolescence, le maniement des opérations mentales progresse de façon importante. Il commence à raisonner sur l'abstrait. Sa pensée va évoluer vers celle de l'adulte. Les questions de ce qu'il se pose sur sa sexualité devraient être du ressort de son entourage familial et non d'intervenants étrangers à l'école qui de plus font des séances pour l'ensemble de la classe. Les soucis et interrogations des uns venant s'ajouter à celles de leurs voisins, ajoutant de la confusion à tous. L'expression de sa sexualité du domaine privé des adultes ne doit pas envahir l'école qui doit rester neutre. L'enseignement de la sexualité avant la puberté est injustifié, nocif. Il brusque les étapes du développement cognitif universel et entraîne une effraction psychique majeure qui équivaut à un viol avec des séquelles à long terme. Le ministre de l'Éducation nationale impose les préconisations de l'OMS. Les familles devraient lire ces recommandations afin d'en comprendre les dangers et de s'y opposer via associations collectives et personnellement pour protéger leur enfant. Il faut prévenir l'enseignant, le directeur, le recteur via lettre recommandée avec l'accusant de réception. Vous les tiendrez personnellement pénalement responsables s'ils ne vous ont pas averti à temps afin que vous puissiez éviter ces séances sur votre enfant. Dès les toutes premières années, ces recommandations visent à faire découvrir au bébé le plaisir de la masturbation. Puis en maternelle, on commence par expliquer les sexes, femmes, hommes, en insistant sur le fait que les différences anatomiques ne préjugent en rien du genre, qu'ils pourront choisir. On ose leur demander à 5 ans de se mettre nus dans une classe, de simuler un acte sexuel. On leur explique qu'on peut faire l'amour dans les fesses, entre hommes, avec une fille, peu importe. On ose leur parler de sucer le sexe de leurs camarades, filles ou hommes, et inversement. Ces pratiques enseignées dès le plus jeune âge sont hors des concepts qu'un enfant de cet âge peut digérer, métaboliser et conduisent donc à une effraction psychique majeure, équivalente à un viol. Certains sortent mutiques, excités, en tout cas gravement perturbés, d'autres se bouchent les oreilles, cachent les yeux, pleurent parfois de longs mois. Le délire continue en primaire, où un certain enseignant peut demander, comme de voir un enfant de 9 ans se masturber le soir, de raconter ses impressions le lendemain, devant la classe. Faut-il être professionnel pour juger du délire de ces pratiques? Le but est de les casser, saccager, de les rendre passifs aux pratiques des prédateurs pédophiles, de tenter de leur inculquer qu'il n'y a en réalité ni homme, ni femme, ni conception normale, afin de les diriger vers le transhumanisme et la procréation, finalement en éprouvette pour les quelques humains qui auraient le droit à l'existence. L'éducation sexuelle à l'école est une menace majeure, puisqu'elle touche la totalité d'une génération qui risque de sortir sujet à de nombreux troubles psychiatriques, de la dépression à la paranoïa, entre autres, incapable d'apprentissage et de construction d'une vie familiale professionnelle épanouie. Laisserons-nous faire la case de l'humanité via la case des cerveaux de nos enfants de la crèche. Merci à vous. Christian Flavigny, pédopsychiatre français. Je suis Christian Flavigny, je suis pédopsychiatre de longue date. J'ai fait toute une carrière, notamment à l'hôpital de la Salpêtrière, où j'ai passé 45 ans, dont une quinzaine d'années à diriger le département de psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent. Et c'est pourquoi j'interviens sur cette question qui est posée aujourd'hui dans notre vie de société par l'éventualité d'une éducation en milieu scolaire des jeunes sur la sexualité. Dès le plus jeune âge, il s'agirait de commencer dès la maternelle, grosso modo, et jusque dans le secondaire. Cette démarche est-elle opportune? Je pense que ce projet est inutile, mais surtout nuisible. Et c'est là que je veux, je dirais, argumenter. Pourquoi? Car je pense qu'il a le tort, mais fondamental, de considérer que l'enfant serait un petit adulte qu'il faudrait associer finalement aux préoccupations des adultes dans leur vie privée, dans leur vie intime, donc dans leur vie sexuelle, et que ce serait ça, respecter l'enfant, ce serait ça, je dirais, l'associer, l'initier en quelque sorte, je dirais, pour le préparer à la vie future. Eh bien, cette conception est fausse, et je dis bien nuisible pour, je dirais, le besoin fondamental de l'enfant. Car l'enfant n'est pas sans se poser beaucoup de questions sur
le fait qu'il y ait deux sexes. Pourquoi est-ce qu'il y a deux sexes? Mais voilà, il ne peut pas avoir la réponse, ou il ne peut avoir une réponse que détournée et latérale, avec une réponse fondamentale qu'il se forge, et qui est, s'il y a des garçons et des filles, c'est bien parce qu'il y a des papas et des mamans. Les papas et les mamans, ils ont été garçons et filles quand ils étaient petits. Et donc, s'il y a deux sexes, c'est bien parce que c'est là, c'est le moyen qui fait venir les enfants. Le reste, c'est assez, je dirais, énigmatique pour l'enfant, et cela doit l'être parce que l'enfant doit se préparer. Il y a toute une maturation pour lui, car tout son axe de développement, ça va être, eh bien, le souhait de devenir grand, donc, dans sa figuration, pour le garçon de devenir père plus tard, pour la fille de devenir mère plus tard. Mais comment est-ce que l'on fait cela? Ce n'est pas en allant éduquer, à raconter aux enfants des choses qui se passent dans la vie, dans la chambre des parents, qui se passent concrètement. L'enfant se pose des tas de questions sur ce qui se passe. Mais cela demeure des questions pour lui, et cela doit demeurer parce que sa question fondamentale, c'est finalement qu'est-ce qui se joue, non pas charnellement, mais relationnellement. C'est cela qui va être l'enjeu. Et donc, l'axe de sa réflexion, ça va être comment est-ce qu'on devient père et mère, c'est-à-dire comment est-ce qu'un papa, je dirais, s'unit à une maman, qu'est-ce qui fait ce lien, finalement. C'est ça qui va être fondamental. Donc, pour se préparer à cette rencontre qui anime toute l'enfance, enfin l'enfance généralement en gardant garçons et filles un petit peu à l'écart, hein, sur les cours de récréation, ils ont leur jeu chacun de leur côté, et c'est bien comme ça. C'est bien comme ça parce que, je dirais, bon, ils dénigrent l'autre sexe, mais ça c'est le truc que, je dirais, c'est quelque chose de parfaitement classique, c'est parce qu'ils ont besoin de se forger dans leur identité de garçon ou de fille, ce qui est en cours et ce qui prend un temps de maturation. Donc, dans l'enfance, je dirais, il y a le besoin, je dirais, de trouver l'axe qui soutiendrait le processus psychologique de maturation pour, je dirais, étant garçon, acquérir le masculin, ce qui va donner son sens au fait d'être garçon, ce qui va permettre aussi, je dirais, à ce moment-là, d'épanouir une vie d'homme plus tard, et donc éventuellement de père, et pour la fille, je dirais, d'épanouir, d'acquérir le féminin pour épanouir possiblement plus tard une vie de jeune fille et de femme. Quel est le processus psychologique qui soutient cela? C'est l'identification aux parents de même sexe. Le garçon va s'identifier au père en disant « c'est de ce côté-là qu'il faut que j'observe ce qui se passe et comment ça se joue pour acquérir ce fameux masculin qui va être ce qui, je dirais, donnera, on pourrait dire, son sens au fait d'avoir un corps de garçon, et idem pour la fille du côté du féminin. » Donc c'est cela qui est une maturation, et le fait de venir apporter des informations concrètes aux enfants sur ce qui se passe dans la vie des adultes est nuisible à cette maturation. En espérant que ce temps passé en compagnie de ces cliniciens ait pu nous éclairer en tant que parents ou grands-parents pour être toujours plus attentifs aux enfants que nous avons le devoir et la responsabilité de protéger.